Bonjour donc j'accueille nos invités pour cette troisième table ronde qui va s'attacher à la question des ruptures, de notre engagement responsable vis-à-vis de ces ruptures. Alors on accueille donc Madame Toupillet, Danielle Toupillet, qui est donc directrice générale du CNG, que nous connaissons tous. Véronique Lescope, qui est donc coordinatrice des instituts du GHT d'Armor et du CH de Saint-Brieuc. Donc Nicolas Klein, qui est directeur du foyer de l'enfance de l'Isère, situé à l'ombre du CHU de Grenoble. Et Laurence Bernard, directrice du CH de Thiers-en-Berre et bientôt au CH de Bourgoin, Jallieu, donc toujours en Rhône-Alpes, de Rhône-Alpin et de Breton, puisque ensuite nous avons le plaisir d'accueillir Jacques Trévidy, qui est praticien hospitalier, pharmacien, et également, et c'est la raison pour laquelle il est là avec nous aujourd'hui, président d'Action praticien d'hôpital, qui est l'intersyndicale la plus importante des praticiens d'hôpital, qui réunit donc deux syndicats, la Confédération des praticiens hospitaliers et Avenir Hospitalier. Alors, nous avons envisagé cette troisième table ronde sur un mode interactif avec donc trois questions simples auxquelles nos invités vont répondre pendant un temps relativement restreint, je pense de 45 minutes à peu près. La première volet de questions concernera les principaux risques de rupture qu'ils identifient au travers de leur expérience professionnelle dans leur position. La deuxième concernera ce qui justifierait la nécessité d'une rupture. Et la dernière, ce qu'ils imagineraient pour prévenir les ruptures ou les corriger. Ensuite, nous verrons s'il nous reste du temps pour les échanges avec notre auditoire. Donc, pour la première question, alors c'est vrai que nous avons abordé tout à l'heure, ce matin, donc les transformations, les transitions, et qu'à présent, c'est vrai que tous ces mots sont en écho, et nous allons aborder la rupture comme à la fois un risque, mais aussi dans des situations avérées. Et c'est maintenant que je vais pouvoir demander tout d'abord à Véronique Lescope, à son avis, dans les situations qu'elle rencontre, quels sont les principaux risques de rupture qu'elle a constatés. Est-ce qu'elle peut en évoquer quelques-uns? Quelle analyse elle fait de ces ruptures et comment elle perçoit les effets de ces ruptures? Merci. Alors, donc, en qualité de coordinatrice d'institut de formation, donc ça fait un petit moment que là, par rapport au terme de la journée, transition, transformation, rupture, on est aussi dans qu'on pourrait appeler une zone de turbulence, dont le premier choc, enfin un des chocs, si on remonte un peu sur la ligne du temps, ça a été la décentralisation avec la place importante qu'ont pris les conseils régionaux dans les politiques de formation. Et donc un acteur avec beaucoup de poids et à géométrie variable suivant les régions de France. On était donc en transformation, en transition. On a eu ensuite, là, concernant la grosse cohorte des infirmiers, eu droit à avoir une revendication entendue, à savoir l'universitarisation de la formation infirmière, donc dont on va bientôt fêter les 10 ans, l'année prochaine, puisque ça va faire 10 ans. Et là encore, on était peut-être en transition douce. Les choses se sont faites quand même assez sereinement, sans que ça change forcément, suivant les uns et les autres, la façon d'agir dans la formation, malgré la mise en place d'un nouveau référentiel, où il y a eu beaucoup d'engagement des acteurs. Mais par contre, là, depuis 2016, le GHT, groupement hospitalier de territoire, là encore à géométrie variable, puisque suivant les GHT, les configurations des instituts de formation changent. Et puis quand même la grande conférence de santé, et quelque part sur cette mise en place de l'universitarisation comme un gros mouvement d'accélération, une rupture dans le temps, peut-être pour nous faire accélérer le processus et pas nous endormir dessus. Et en tout cas, s'il y a une rupture que moi j'identifie, ça a été vraiment la fin de l'école de l'hôpital.
l'hôpital ou l'établissement de santé, comme vous l'avez justement dit tout à l'heure, est et sera toujours, à mon sens, et doit l'être, une organisation apprenante, participer à la formation de tous les professionnels de santé, quels qu'ils soient. Mais concernant les paramédicaux, en tout cas, là, on a comme le sentiment, alors justifié ou pas, on pourra en discuter, mais qu'on n'est plus là pour juste fournir les compétences de notre établissement de santé support. Et là, c'est là que je refais la boucle avec la place des conseils régionaux. On sort bien de l'hôpital, on accompagne bien les parcours de santé. Et notre finalité, que les instituts ne sont pas leur propre finalité, ça faut vraiment l'avoir en tête, on est bien là pour permettre que les compétences attendues au bénéfice de la stratégie de santé soient présentes. Et c'est ce modèle-là qui aujourd'hui nécessite de fortes turbulences ou d'accompagnement managérial et un autre regard, que ce soit sur les parcours de formation, sur l'interdisciplinarité. Pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure et quand on voit le volet RH formation de Ma Santé 2022, on sent d'ailleurs, et d'ailleurs c'est une fierté parce qu'après tout il faut sortir de nos propres complexes, si tant est qu'on en est, le modèle des formations infirmières telles qu'elles ont été mises en œuvre en 2009 deviennent le modèle de ce qu'on attend des formations de santé, la réforme de PACES. Et puis de se dire que oui, l'universitarisation, ça peut ne pas forcément être uniquement réservé aux CHU. Et du coup, quelle place nous y prenons, nous, les instituts de formation? Globalement, maintenant, de façon générique, on s'appelle IFPS, Institut de formation profession de santé. Et aussi intéressant, c'est qu'on s'ouvre, on ne se réduit pas IFSI, IFA, SIFA, école de spécialité. Et ça, c'est vraiment une rupture qui engage, par contre, tous les acteurs de la formation, qui redemandent de revisiter et les compétences administratives, où il faut de la haute plus-value et de la compétence ajoutée, et forcément les modèles des cadres de santé formateurs dans une logique bi-appartenant, sortir aussi du système hospitalier, s'ouvrir pour être en cohérence avec ce que le système attend de nous. On est dans un vrai changement, comme l'on dit couramment, de paradigme en ce qui concerne la formation initiale paramédicale et notamment la formation en soins infirmiers, risque dont on reparlera au travers de qu'est-ce qu'on peut mettre en place effectivement pour éviter que les risques soient avérés ou réparer ce qui risque. Voilà. Et dans un contexte, et ça aussi c'est une vraie rupture de modèle ou d'habitude, c'est que là, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les régions de France, mais en tout cas là pour la Bretagne, c'est très fort. On a une forte alerte sur l'attractivité des métiers de la santé, une baisse de 38% des candidats dans les écoles aides-soignantes, 25% dans les instituts de formation en soins infirmiers. Il faut aussi s'interroger donc sur ce qu'on donne à voir et qu'est-ce qui fait qu'on n'attire plus les jeunes en période de baby-boom dans nos formations, donc de façon extrêmement globale. Et comment aussi un appareil de formation doit contribuer à l'attractivité des métiers de la santé. Tout à fait. Alors maintenant, je me tournerai volontiers vers Jacques Trévidic, de manière à ce qu'il nous donne son regard sur les ruptures de là où il est, de son expérience professionnelle et de son expérience aussi de syndicaliste. Les ruptures. Alors, rupture, c'est déjà un vilain mot. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre. Personne n'a envie de vivre une rupture, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. C'est quelque chose de désagréable. En même temps, ça traduit certainement aussi parfois des difficultés au changement qui sont peut-être propres à certaines cultures et peut-être en particulier à la nôtre. Mais la première rupture la plus dangereuse, à mon avis, c'est pour le patient, la rupture dans le parcours de soins. Et ça, ces ruptures-là, elles sont fréquentes. Entre le public, le privé, entre les différents secteurs de prise en charge, il y a malheureusement souvent des ruptures dans le parcours de soins des patients et c'est eux qui en sont les principales victimes. On le sait, et bon, il y a un certain nombre de causes intrinsèques aux structurations existantes, au système d'information, à tout un tas de choses, au fait que les gens ne se parlent pas, se connaissent pas. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'aujourd'hui, l'exercice médical, ça doit être obligatoirement un exercice collectif et non plus individuel. Que ce soit à l'hôpital, il y en a encore qui fonctionnent comme ça, ou en ville, où c'est encore très souvent la norme. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire pour le patient et dans son intérêt, clairement.
Il y a d'autres types de ruptures qui ont eu lieu, notamment dans nos établissements, au sein du fonctionnement institutionnel. Vous avez vu toutes les couches de réformes qui sont succédées depuis un certain nombre d'années. Je ne vais pas revenir à Mathusalem. Enfin bon, ces ruptures institutionnelles qui parfois, du fonctionnement institutionnel, qui parfois ont eu pour prétexte l'efficacité, n'ont fait finalement qu'aggraver les choses parce qu'elles ont diminué la place au dialogue entre les acteurs. Je ne vais pas vous rebalancer les histoires de place de la CME auxquelles nous sommes, nous, profondément attachés, et puis la disparition des conseils de services, de pôles, etc. Ces ruptures-là, là encore sous prétexte d'efficacité, n'ont parfois pas arrangé du tout les choses. Et ça, évidemment, dans un contexte économique contraint, ça ne fait que tendre les choses. Là où il n'y a pas de dialogue, il finit par surgir des conflits. Donc, il faut restaurer ce dialogue. Ça me paraît essentiel dans tous les lieux où il doit être présent, au sein des unités de soins, au sein des établissements, dans les services qu'on a évacués comme les hôpitaux locaux à une certaine période. Et c'est comme le retour du refoulé, ça. À partir du moment où il existe, il revient de toute façon, c'est obligé. Donc ça, je pense que c'est important de restaurer le dialogue et le fonctionnement institutionnel avec tous les partenaires médicaux, non médicaux, administratifs. On en reparlera en troisième lieu. Vous parliez aussi de rupture numérique. Technologique. Ouais, alors idéologique. Alors ça, technologique, je dis. Ouais, la rupture technologique, c'est l'irruption du numérique dans notre société depuis déjà un certain nombre d'années. Vous avez tous en ce moment dans vos mains des petits machins, des bijoux de technologie avec lesquels on sait agir. Et c'est très bien d'ailleurs, on s'y habitue, c'est efficace, ça permet beaucoup de choses. Sauf qu'à l'hôpital public, ou à l'hôpital en général, il n'y a pas qu'au public, nos outils métiers ils sont antédiluviens. Ils n'ont rien à voir avec ce qu'on est capable de faire au quotidien aujourd'hui. Et ça, c'est un manque terrible. Il y a une vraie rupture. On a l'impression d'être à l'ère paléolithique en termes de système d'information dans les hôpitaux, avec des outils qu'on utilise au quotidien qui remontent à des choses qui ont été créées il y a 30 ans. Donc là, il y a quand même un problème. Pourquoi on n'arrive pas à avoir des outils qui soient à la mesure aujourd'hui des technologies existantes ? Je vais prendre un simple exemple, les recueils de traçabilité de tous les actes de soins. Vous n'avez qu'à regarder dans votre hôpital comment c'est effectué. Ça prend un temps infini, c'est pas ergonomique, c'est souvent pas fonctionnel, et il y a quand même un problème, alors qu'on est capable de faire des choses absolument incroyables avec notre téléphone mobile aujourd'hui en termes de traçabilité. Vous voulez suivre vos comptes bancaires, vous voulez faire une commande sur Amazon, réserver un billet de train, vous vous rendez compte ce qu'on peut faire et qu'on ne peut pas à l'hôpital. Donc vous avez l'impression d'une rupture spatio-temporelle avec la société. Totalement. Il y a un problème de fond, c'est peut-être un problème de moyens, je ne sais pas, mais en tout cas, on a vraiment l'impression que là, on vit... et le patient, du coup, ne bénéficie pas de ces avancées technologiques que nous, on pourrait utiliser au quotidien si elles étaient opérationnelles. Mais il y a eu une nette accélération depuis les années 80. Il faut reconnaître qu'il est tout de même très coûteux d'équiper... tous les hôpitaux. C'est peut-être une question de moyens, mais à partir du moment où on n'a pas ces évolutions technologiques qui pourraient exister en rêve et qui existent au quotidien pour tout le reste, c'est le patient qui en paie le prix, et puis ça nous coûte de toute façon beaucoup plus cher. Oui, vous pensez de toute façon, ça nous coûtera beaucoup plus cher. C'est l'origine de rupture. Voilà. Et puis bon, alors les moyens de prévention, ce sera peut-être dans un deuxième tour. Oui, on verra après. Donc maintenant, j'aimerais laisser la parole à Laurence Bernard. Quelle expérience elle a des ruptures dans son exercice professionnel, dans son établissement, dans les établissements, comment elle voit cela de là où elle est. D'abord, je tiens à dire que j'ai trouvé l'exercice difficile. Oui, en termes de réflexion. C'est un sujet compliqué à aborder. Et plus que d'expérience, je vais parler de sens et je vais dire jeu, parce que je renvoie là à une expérience personnelle. Ce n'est pas un jeu d'immodestie. C'est un jeu d'un parcours, d'un professionnel avec un ressenti.
Et en cela, il n'engage nécessairement que ma vision du sujet. Je dois d'abord dire que je suis d'accord avec Jacques sur le fait que la rupture est un vilain mot. Et que quand on se met à se dire quel sens ou c'est quoi pour moi les principales ruptures, qui est la question que tu nous as posée, on pense immédiatement à des choses douloureuses, de séparation, de difficultés à poursuivre dans un schéma identique, de douleur. Si on renvoie en médecine à une rupture, on pense tous à une rupture aortique, par exemple, quelque chose de violent qui s'impose et sur lequel on n'a pas de maîtrise. Déjà, pour un gestionnaire, c'est compliqué. C'est notre antithèse, si je puis dire. Et puis, quand on se tourne vers d'autres acceptions du terme, je pense en particulier à ce qu'a pu en dire, par exemple, Gaston Bachelard sur le progrès scientifique, où il nous dit la rupture est l'ADN du progrès scientifique, puisque le progrès scientifique remet en cause ce qu'il appelle une pensée cohérente. Donc elle se remet en cause sur elle-même, elle rompt sur elle-même pour aboutir à une proposition nouvelle de quelque chose qui était devenu un obstacle au progrès. Donc c'est intéressant de voir que dans cette acception-là, on peut y voir une capacité à innover, à recréer un autre espace, et donc de l'innovation. Et donc forcément, gestionnaire hospitalier je vais errer entre ces deux parts de ce mot rupture. Et du coup, en réfléchissant, en me disant, voilà, dans ces deux acceptions-là, où je situe, qu'est-ce que je vois, moi, de mon quotidien professionnel, j'avais envie de dire trois choses. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que j'ai l'impression qu'à l'hôpital, en tout cas depuis que j'y exerce, et ça commence à faire un certain temps, on est dans une continuité de rupture. Rupture de vision sur les schémas de financement, rupture de vision sur la place de l'hôpital, rupture de vision sur la place du médecin de la CME. Donc on a une grande habileté à vivre ces changements, et comme l'a dit Olivier Véran ce matin, l'hôpital s'est transformé, il a absorbé une partie de ces transformations. Et on a progressé scientifiquement, sans doute, sur le soin que l'on peut donner aux patients, peut-être pas partout. Le deuxième élément, c'est que malgré ça, j'ai le sentiment, aujourd'hui, dans mon exercice professionnel, que la première rupture à laquelle je me sens confrontée comme gestionnaire, et d'ailleurs, c'est curieux de penser que c'est la seule personne qui l'a évoqué ce matin, c'est Stéphanie de Gottman. Alors, c'est plus peut-être sa casquette hospitalière qui parlait que sa casquette DGOS, mais c'est la rupture de sens. Pour moi, aujourd'hui, j'ai le sentiment, dans mon exercice professionnel, qu'une partie de l'hospitalisation publique, et là, peut-être pas encore toute, parce que selon d'où l'on vient, j'ai la chance d'avoir un parcours professionnel qui m'a mené de la Direction générale des hôpitaux de Paris à un hôpital qu'on pourrait qualifier de périphérique ou presque de proximité, qui était à la Vimoutier sur mes derniers exercices. Un choc, on voit bien, je n'ai pas vécu les mêmes choses, je n'ai pas vu les mêmes difficultés. Mais en tout cas, dans la dernière partie de mon exercice professionnel, j'ai le sentiment qu'on est face à une rupture de sens qui est une rupture paradoxalement d'usure. C'est-à-dire qu'il y a un espèce d'effet d'accumulation qui fait que les gens s'essoufflent parce qu'ils ne voient plus le sens, parce que l'exercice semble sans doute trop difficile à atteindre aujourd'hui, et qu'il y a une forme d'épuisement. Voilà, c'est un ressenti. Mais je dis encore, il est dans mon exercice, là où je suis, et au moment où je suis. Mais en tout cas, jamais autant, dans ma carrière professionnelle, je n'ai été confrontée à des professionnels qui disent qu'ils n'ont plus le sentiment de pouvoir soigner correctement, qu'ils ne sont plus en accord avec leur colonne vertébrale sur ce qui les a fait choisir ce métier, qu'ils n'ont plus le temps de parler aux patients et d'apporter pas seulement du soin, mais du confort ou du réconfort. Et je dirais que comme chef d'établissement, moi, je me trouve moi-même pris dans cette difficulté
d'un chemin qui nous est imposé parce qu'il n'y a pas le choix, dans des équations qui deviennent complexes, voire impossibles dans certains cas. Enfin, il suffit de regarder le doublement du déficit de l'hospitalisation publique en un an pour se dire que quand on en est à 10-15 millions de reports à nouveau déficitaires dans certains établissements sur moins de 100 millions de budget, l'équation du redressement, elle devient quand même extrêmement difficile, en tout cas dans la temporalité dans laquelle on voudrait nous y amener. Et que la conséquence de ça, c'est que, et on en discutait ce matin avec certains collègues, c'est que ça amène à des questionnements individuels, de se dire, mais punaise, est-ce que je suis aussi mauvais que ça, comme chef d'établissement, pour ne pas arriver à redresser cet établissement? Et quand on en est là, à douter du sens dans lequel on travaille, on en arrive effectivement à des désaffections sur des postes, et on en arrive soi-même possiblement à choisir la rupture, à se dire, est-ce que je vais continuer à m'inscrire à une école d'aide-soignante parce que je ne vais pas m'y retrouver, est-ce que je vais continuer à reprendre des fonctions de chef d'établissement, etc., etc. Et comme on est des battants et qu'on le fait, parce que malgré tout, il y a toujours un espoir quelque part. Mais en tout cas, voilà, moi, je voulais exprimer assez fortement cette première idée. Merci, qui est la rupture de sens. La deuxième, parce qu'il fallait choisir, pour moi, c'est probablement une rupture d'équité entre... Et c'est pour ça, aujourd'hui, depuis ce matin, on a parlé de l'hôpital, je crois que Jacques l'a dit, et en fait, il n'y a pas un hôpital, il y a des hôpitaux. Et aujourd'hui, ça a été en partie dit ce matin, on est face à un modèle qui est quand même très unique sur la stratégie qu'on nous propose, alors qu'on est face à des établissements qui sont dans des situations très différentes et qui n'appellent sans doute pas le même type de réflexion et d'action dans la manière dont ils doivent être conduits. Je pense en particulier des hôpitaux, comme je le disais, qui sont au 3e ou 4e plan de retour à l'équilibre, dans lequel on voit le cercle vicieux s'installer, perte d'attractivité, intérim, difficulté de coordination, perte de confiance, incapacité à investir, déficit, plan de redressement, suppression d'emplois, et on recommence. Dans ces schémas-là, moi j'ai le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures. Il y a des hôpitaux qu'on pourrait appeler périphériques, dont font partie les hôpitaux de proximité, qui souvent ont été en partie absorbés dans le jeu de la concurrence par des établissements plus importants, plus solides, qui offrent des conditions de travail médicales notamment plus confortables, et qui font qu'aujourd'hui, on a le risque d'une rupture, j'allais dire presque au-delà de l'hôpital, d'aménagement du territoire, avec une désertification, parce que chaque fois qu'une poste ferme, qu'un hôpital se transforme, qu'on perd une capacité à attirer, c'est derrière nous, avec nous, des ruptures territoriales aussi, des zones territoriales que l'on draine. Et je pense que le GHT aujourd'hui n'est qu'une réponse partielle à cette difficulté-là. Je crois qu'il faut qu'on l'entende aujourd'hui et qu'on s'interroge sur ce qu'on veut faire de cette France de demain en termes de santé. Voilà, essentiellement. Donc, on va peut-être entendre ce que peut en dire un chef d'établissement de maison d'enfants en ce qui concerne son expérience des ruptures, comment il analyse ces ruptures et quels sont les effets de ces ruptures dans les prises en charge en protection de l'enfance. Oui, bonjour à tous. Effectivement, c'est un mot dur. Hein. Étymologiquement, c'est cassure ou séparation en morceaux. Je me suis dit que j'allais peut-être pas partir de ça parce que j'ai une personnalité plutôt optimiste. Et donc, je suis remonté à 1982 pour ce qui relève du champ de la protection de l'enfance, puisque effectivement, le champ social a connu sa première rupture
en tout cas une de ses premières ruptures à cette époque, avec les lois de décentralisation, hein, d'autres que moi en ont parlé. Et à l'époque, il était question, effectivement, au moment où l'État a lâché, ça a été vécu comme ça par nombre d'acteurs, la responsabilité de la protection de l'enfance aux conseils généraux. Première grosse rupture qui, à l'époque, avait déjà comme enjeu le fait de pouvoir rapprocher les centres de décision et les éléments d'analyse de besoins sur le plan du pilotage. Cette rupture, je crois que notre collègue, un de nos collègues directeur d'EHPAD l'a dit ce matin, je partage, a finalement été une chance pour notre secteur, puisque les départements ont sans aucun doute mis davantage de moyens que ce qu'aurait fait l'État dans le financement de cette activité, puisque aujourd'hui, je suis un directeur qui n'est pas soumis à tout ce que ma collègue de gauche a dit, déficit, plan de restructuration, capacité d'investissement, je suis d'accord, trésorerie en berne, ça arrive. Mais en tout état de cause, mon ratio est de 0,9, ça viendra, et de 0,9 pour 1, là où dans les EHPAD il est de 0,5 a priori, ou à peu près, donc vous voyez bien qu'on ne vit pas les mêmes réalités. Ceci étant dit, on a quand même vécu, ça a quand même créé une rupture, c'est que nous avons été complètement balkanisés du côté des espaces de travail relatifs à la santé, au sens de la définition de l'OMS, puisque effectivement nous n'avons aucun lien avec les ARS et nous n'avons aucun lien avec... oui, nous avons beaucoup de difficultés à créer des liens par convention au-delà des situations individuelles de mineurs qui nous sont confiées, avec tout un tas d'acteurs de la santé, et en particulier de la santé mentale, mais pas que, puisqu'on peut penser à la pédiatrie, on peut penser à d'autres secteurs. Donc il y a quand même une rupture profonde avec cette question de la décentralisation que nous avons du mal aujourd'hui à compenser, alors même qu'elle a plus de 30 ans. Ça, c'est un élément, et HPST n'a rien facilité. Alors moi non plus, je ne suis pas non plus concerné par les GHT. Chance ou pas, je n'en sais rien, et je ne vais pas lancer ce débat. Mais puisque la loi n'a pas prévu que nous puissions y entrer, ou que nous soyons obligés d'y entrer, en tout état de cause, nous sommes un peu oubliés sur cette question-là. La deuxième rupture que je crains, en tout cas, que nous pouvons craindre, et qui concerne également le champ médico-social, c'est ce dont a parlé le directeur de l'action sociale de la ville de Paris ce matin. C'est cet accord ou désaccord entre l'État et les 300 plus grandes collectivités territoriales. Les départements en font partie, avec la question du pacte, de la limitation de l'évolution des dépenses à 1,2%, dépenses de fonctionnement, indépendamment d'ailleurs des recettes. Le sujet est sur la dépense et le sujet n'est pas sur la recette, donc ce n'est même pas un sujet d'équilibre. Voilà. Pour ce qui concerne le champ de la protection de l'enfance, c'est quand même un vrai enjeu, puisque c'est le seul champ d'action sociale parmi les 3 des départements où ils n'ont aucune obligation demandée par l'État, puisqu'ils maîtrisent leurs tarifs, ils sont les seuls, ils maîtrisent l'organisation, ils maîtrisent les régimes d'autorisation. Là où, du côté de la PCH, là où du côté de l'APA, etc., ils sont contraints. Donc ça peut ou pas être un champ d'ajustement qui est aussi une question électoraliste. Et puis la deuxième rupture que j'avais envie d'indiquer, ça vous l'avez compris, c'était une rupture liée à la question des usagers. C'est effectivement notre cœur de métier. La deuxième, c'était celle liée aux hommes et aux femmes de nos établissements, mais également que nous sommes. La rupture, ça commence par R, et j'avais envie d'y associer respect. Respect, on doit du respect à l'ensemble de nos professionnels, mais on nous doit aussi, nous, du respect en tant que directeur, chef d'établissement, ou directeur adjoint, ou directeur des soins, etc., peu importe. Et cette question du respect, elle vient soutenir quand même beaucoup de choses dans nos pratiques, parce que je crois que nous sommes tous, autant que nous sommes, des personnes impliquées, voire passionnées par ce que nous faisons. En tout cas, c'est mon cas. Et l'absence de respect, ou en tout cas le fait qu'on puisse intégrer une diminution, voire une disparition de ce respect, va mettre en difficulté nombre d'entre nous, je pense,
sur la motivation que nous allons avoir à pouvoir conduire des réformes auxquelles déjà on ne croit pas nécessairement. Donc voilà, je voulais simplement repartir du respect. Je crois que c'était un des termes forts de la CFDT en plus. Donc voilà ce que je pouvais dire très rapidement. En effet, en l'absence de cette... En l'absence de cet élément-là, on peut être dans la rupture et on reparlera en troisième point justement de ce qui permet d'éviter les ruptures, de prévenir les risques de rupture. Mais maintenant, nous allons écouter Danielle Toupillier au sujet de... Alors, elle est un témoin de toutes les ruptures qu'il peut y avoir dans les parcours professionnels des directeurs, des praticiens. Elle est également témoin des ruptures institutionnelles aussi. Donc, de là où elle est, qu'est-ce qu'elle peut nous en dire quelle analyse elle en fait et ensuite on reviendra sur d'autres éléments plus tard. Bonjour, merci de votre invitation. Je suis ravie d'être à cette table ronde et d'avoir écouté les 4 participants qui me précédaient parce que je partage beaucoup de l'analyse qu'ils ont identifiée. Alors finalement, moi j'ai été très gênée aussi par le mot rupture. Parce que je suis optimiste et que je veux le rester, malgré les difficultés des temps, et que je crois que nous avons finalement à réinventer le monde nouveau. À l'inventer, et à l'inventer vite, et tous ensemble. Alors, ce que je voulais dire sur les grandes tendances, parce que je pense que nous sommes un peu à l'écart des choses, et finalement à être sur 2 chemins parallèles, et à essayer de faire que les routes se croisent à un moment donné, entre les systèmes, les organisations, les patients, ceux pour lesquels l'action est menée, les personnes accueillies, les personnes handicapées, les personnes âgées, que ces milieux sont particulièrement importants, et puis toute la vie institutionnelle, tous les professionnels qui accompagnent ces grands changements. Finalement, le monde a déjà beaucoup évolué, et on voit bien qu'en France aujourd'hui, et vous l'avez dit très clairement les uns et les autres, on est en recherche de quelque chose, mais on a toujours le sentiment de courir après un train qui est déjà en marche, qui est en marche très vite, et finalement la succession des réformes fait une espèce de chamboule-tout et une interrogation sur le temps qui n'est pas posé entre chaque réforme pour justement des directeurs, des praticiens que nous voyons, des hospitalo-universitaires. Finalement, je partage le point de vue qu'a exprimé très clairement Laurence. Finalement, qu'est-ce qu'on nous dit dans les accompagnements que nous avons, individuels, collectifs, les gens que nous voyons, des optimistes, des gens qui ont traversé des périodes difficiles dans leur vie professionnelle, qui en traversent aujourd'hui. Finalement, c'est quel est le sens ? Et la recherche du sens est probablement ce qui interpelle le plus l'organisation que je représente aujourd'hui. J'en profite pour saluer Patricia Renaud, mon adjointe, que j'ai le plaisir d'avoir avec moi cet après-midi. Le deuxième point, c'est finalement l'autonomie, la décentralisation, ces établissements de la fonction publique hospitalière qui sont dans une fonction publique très particulière, principe d'autonomie, mais autonomie peut-il être compatible avec régulation ? L'un est l'autonomie des établissements, l'autre est la régulation d'État, et comment tout ceci se concilie ou se réconcilie ? C'est le deuxième point que je voulais souligner. Et puis les directeurs, les praticiens qui nous disent finalement, il faut nous outiller, il faut que vous soyez un peu les éclaireurs du ciel. Vous, l'État, qui êtes là pour porter les politiques, notamment sur tous les aspects démographiques, sur toutes les évolutions, vous avez parlé de l'universitarisation, les réformes des études médicales, paramédicales, ce monde qui change, qui passe d'un côté à l'autre. Et finalement, on est interpellé pour savoir comment tout se concilie et se réconcilie. À quel moment ? Je crois que c'est un point extrêmement important. Le monde a déjà changé. Et c'est la course contre le temps. C'est une course de vitesse qui crée un sentiment d'ivresse et d'une espèce de fuite en avant où les gens ne savent pas où ils vont. Et je crois que c'est peut-être ça, ce sentiment un peu de difficulté. Qu'est-ce qu'on nous dit finalement ? Conflit de valeurs, insécurité économique pour certains professionnels,
exigence émotionnelle dans un milieu qui est au cœur de la maladie et au cœur de la souffrance. L'exigence et les conditions de travail, l'exigence et la pression, tout ceci doit être remis dans le bon ordre. Je pense que c'est possible. Je suis optimiste à me dire, nous avons de grands professionnels dans notre pays. Profitons de mobiliser l'intelligence collective et puis je pense que nous devrions orienter le chemin d'une manière efficace. Merci pour cette contribution à notre réflexion pour cette première question. En effet, les exigences, la pression, la fuite en avant, l'accélération, qui a été notée par tout le monde, hein, l'accélération, les ruptures territoriales contribuent à être dans ce sentiment de rupture et de perte de sens. Donc, cependant, la rupture qui a, comme vous l'avez souligné tous, une connotation assez péjorative, peut aussi peut-être être nécessaire dans certaines situations. Et on pourrait peut-être revenir sur ces situations où les ruptures seraient souhaitables, voire nécessaires. Et donc, pour cette deuxième question, je solliciterai volontiers Laurence Bernard, qui a déjà commencé à amorcer la nécessité, peut-être dans certaines situations, de la rupture, ou qu'est-ce qu'elle peut contribuer à apporter pour avoir un regard moins péjoratif sur cette aspect. J'allais dire, on n'a pas le choix. On n'a plus le choix. Je vais prendre une image qui me vient à l'esprit au moment où je parle. J'étais ces derniers jours là dans le fin fond de l'Ouest américain, moi qui suis, comme tu l'as dit, une alpine, donc une alpine, une alpiniste, avec l'habitude de commencer par monter avant de redescendre. Au fond du Grand Canyon, on fait l'inverse. Et quand on fait 1400 mètres de dénivelé, en descendant, qu'on arrive en bas, au bord du Colorado, avec un fleuve qui est démentiel, qui est rouge, qui vous arrête, et qu'on se dit il va falloir monter, on dit ça va être dur. Mais quand on arrive en haut, après 1400 mètres de remontée, et qu'on voit le paysage en haut, on se dit punaise, ça vaut le coup. Et là, on est là, on est en bas, on est en face au Colorado, on sait que de toute façon, on ne peut pas aller plus loin, donc il faut remonter. Alors après, la question, c'est celle des solutions. Mais la question n'est pas sur les solutions, on y viendra après. La rupture, elle est nécessaire. Elle est évidente, elle est devant nos yeux. On en a des débuts de propositions, peut-être pas encore suffisamment précis. Je pense que le rapport de l'HCAM, qui est disruptif par rapport à un modèle d'organisation, qui donne un cap différent, on peut le critiquer, on peut se dire qu'il est insuffisant, on râle toujours, c'est notre tempérament. Mais en tout cas, il propose déjà des orientations différentes. Reste à l'éco-construire, reste à ne pas être dans le défi permanent de dire on n'a pas de solution, elles ne sont pas bonnes. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut tester, ça sera compliqué. La remontée va être difficile parce que ce syndrome auquel on est confronté, qui est diffus à l'hôpital, de mécontentement, de désaxement, comme je l'ai dit, c'est le plus difficile à redresser, parce que particulièrement, il a des racines multiples. Voilà, donc je pense qu'à un moment donné, il faut oser, il faut sans doute à la fois accélérer le temps de l'action dans un certain nombre de cas, mais en même temps se poser sur véritablement le sens que l'on veut donner aux choses pour pouvoir remonter les 1400 mètres de dénivelé qui nous attendent. Donc oui, la rupture est nécessaire. Je ne sais pas si elle est bonne, je sais pas, je pense elle peut être nécessaire. Elle peut être nécessaire. En tout cas, au point où on en est, je pense, de la place de l'hospitalisation publique, elle nous attend, on y est. Simplement, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on arrive à cette rupture ? Pourquoi on n'a pas entendu depuis 10 ans un certain nombre d'acteurs qui annonçaient cette rupture ? Je pense en particulier au secteur médico-social. Ça fait quand même des années
que les acteurs nous disent ça va craquer. Ça va craquer. On ne soigne plus correctement les patients. Donc, et ça renvoie à la troisième question que je ne vais pas défricher, mais c'est comment on fait pour anticiper et ne pas arriver à la rupture? Parce que quelque part, il me reste quand même au fond de moi le sentiment que la rupture à laquelle on est quand même un échec de transformation, d'une manière ou d'une autre. Et ou en tout cas une insuffisance de la compréhension de la transformation. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille là-dessus pour réaxer le système sur lui-même et lui donner du sens, comme le disait très justement Daniel. Donc justement, Daniel Toupillet, deuxième question, est-ce qu'il y aurait des situations où la rupture serait nécessaire, à votre avis? Alors, donc rupture avec toujours le petit sentiment que finalement la rupture, on est plutôt dans des continuités et des transformations ajoutées. Ceci dit, je pense qu'il y a aujourd'hui un monde qui autour de nous a complètement changé. Alors, il a été question, et Laurence l'a souligné très justement, il n'y a qu'à regarder les volumes de vieillissement de la population, l'émergence continue des maladies chroniques, le poids que ça représente, à la fois en termes de prise en charge humaine et prise en charge financière. Nous avons des évolutions technologiques, nous avons du numérique. Tout le monde a complètement changé. Et finalement, on est probablement resté sur un modèle d'un autre âge, qui est un modèle finalement tourné et centré sur une institution, un groupe d'institutions, entre soi. Et aujourd'hui, c'est la place probablement à des décloisonnements équilibrés, responsables, équitables, qui attendent le monde nouveau. Je crois que la séparation très historique, et je crois que c'est Laurence ou Jacques qui l'ont dit tout à l'heure, entre le public à but non lucratif, privé à but non lucratif, privé à but lucratif, finalement, ça interpelle les exercices professionnels, ça interpelle les institutions, mais finalement, ça interpelle aussi les patients. Parce que qu'est-ce qu'ils attendent de notre système aujourd'hui? Quand toutes les interrogations se font jour, finalement, chacun, aujourd'hui, encore plus probablement qu'hier, a envie d'être traité au plus près de chez soi, voire même à son domicile. Donc probablement que les établissements de santé dont parlait tout à l'heure dans la table ronde précédente, finalement, on est dans un monde qui est en totale transformation, où l'attente des patients, les besoins de santé évoluent, les attentes des patients aussi, et probablement qu'il va falloir que nous transformions un peu les choses, que nous aidions plus des établissements aussi qui soient des plateformes de services, peut-être, qui puissent être très mobiles, parce qu'il va falloir aller peut-être un peu plus chez les personnes, que les personnes venir dans l'institution un peu traditionnelle que nous avons connue, probablement décloisonner beaucoup de choses, les modes d'exercice, les modes de prise en charge, qui évoluent aussi. Donc je pense qu'il y a ce monde nouveau à inventer qui est déjà en marche. Il y a beaucoup d'expériences, beaucoup de services rendus par les établissements. Les professionnels ont beaucoup travaillé déjà, mais on n'a peut-être pas créé les traits d'union entre toutes ces expériences, toutes ces volontés de terrain qui sont quand même considérables et qui, je crois que si elles étaient parfaitement synchronisées, unies, coordonnées, je pense que ça pourra aller assez vite. Tout à fait. En effet, pour mieux répondre aux attentes de la population en matière de santé, il est sans doute nécessaire de changer, d'être dans un scénario de rupture, comme le préconise le rapport du Haut Conseil. Qu'est-ce qu'en pense Jacques Trévidic de la nécessité de la rupture? Est-ce qu'il y a des ruptures nécessaires, souhaitables? Je vais être extrémiste, là. Je vais dire non. D'accord. Voilà. Je pense que c'est l'idée de rupture, oui, c'est ce que tu as dit, ça signe un échec d'une transformation, un échec d'une évolution. En France, on préfère les révolutions aux évolutions. Pourquoi? Parce qu'on veut rester dans son confort. On ne veut pas participer à ces évolutions du monde qui nous dérangent. Et en même temps, on a en plus un mode de fonctionnement hiérarchique vertical qui fait que de toute façon, on attend que de là-haut arrivent les solutions parce qu'on n'a pas envie de faire autrement. Ou alors on multiplie les expérimentations sans qu'elles finalement servent de Oui, modèle. À un moment. Oui, bah oui. Donc moi, je pense que les ruptures,
elles trahissent notre incapacité à évoluer, à travailler, à discuter, à parler. Une des choses qu'il faudrait sans doute bouger, mais alors c'est peut-être le troisième tour, on verra après, mais il y a certainement de l'ordre de la parole, du management, etc. Voilà, donc qu'il faut complètement revoir notre façon de fonctionner culturelle, hein, ancrée chez nous. Donc la nécessité d'une rupture culturelle dans notre peut-être que s'il y a une rupture à faire, encore que là on n'y arrivera pas en l'espace de quelques années, hein, c'est vraiment générationnel, c'est l'enseignement au plus près de l'éducation même. Donc pour moi, en plus je suis syndicaliste, vous avez remarqué, il y a quelques syndicalistes dans cette salle, syndicaliste, rupture, bon, en tant que syndicaliste on n'évite pas la confrontation, mais à mon avis on doit éviter la rupture. Voilà, et l'objectif, c'est d'arriver à quelque chose qui soit acceptable pour tout le monde. Et pour ça, il faut discuter. Moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait un système public, privé à but lucratif, privé lucratif, tout ce qu'on veut. L'essentiel, c'est que ces gens-là, ils discutent. Et puis, en plus, ces systèmes différents ont des avantages et des inconvénients qui sont différents. Et finalement, peut-être que le patient, il s'y retrouve. Oui. Maintenant, quand il y a un système qui ne va pas, effectivement, il faut qu'il évolue, il faut qu'il se réforme, il faut qu'on en discute, il faut avancer. Et c'est là tout l'enjeu. Si on veut faire des ruptures, et moi j'ai pas l'impression en plus que le rapport du HCAM propose de vraies ruptures. Il retrouve des solutions qui existaient déjà, je ne vais pas répéter, mais les hôpitaux périphériques. Rupture par rapport à une réforme antérieure qui avait fait une rupture. Mais les hôpitaux locaux, ils avaient vocation, à mon avis, ils avaient un sens. Et c'était un lieu de rencontre entre le monde libéral et le monde hospitalier. Et les missions que Anne-Marie Brocade nous a décrites des hôpitaux de proximité sont celles que moi j'ai appris des hôpitaux locaux. Et d'ailleurs, il y a un directeur d'hôpital local dans la salle qui a été mon directeur à un moment donné. Donc je me dis, on est en train de réinventer le fil à couper le beurre. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas discuté au moment où la réforme avait été proposée, et une réforme en type de rupture. Peut-être qu'on va demander son point de vue à Nicolas Klein sur la nécessité de rupture, parce que je crois qu'il a quelque chose à nous dire à ce sujet. J'ai toujours des choses à dire. Mais c'est vrai. Non, en fait, la question, je la prendrai un peu autrement, et je vais prendre un peu le contre-pied de ce que vous venez de dire. Ma question est de savoir si on peut encore aujourd'hui intégrer la rupture dans un mode managérial, en fait. Mais c'est-à-dire une rupture qui n'est pas subie, mais une rupture qui est choisie. C'est ça plutôt le sujet, étant entendu qu'on peut constamment subir la rupture, hein, Laurence l'a dit, mais que je crois quand même qu'il y a peu de directeurs, managers, gestionnaires qui peuvent s'enorgueillir de ne jamais avoir utilisé cette mécanique de rupture pour faire changer les choses. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Donc, à partir de là, il faut l'assumer. Et dans ce cadre-là, je me suis posé la question de ce que pouvait dire un peu la littérature sur le sujet, sachant que rupture, changement, c'est pas ça qui manque. Et donc, je voudrais juste citer un modèle qui a été développé par Paul Václavic, qui est un systémicien, et qui, lui, en fait, intègre une phase de rupture comme une nécessité, en considérant qu'en fait, il y a deux phases dans le changement. Alors, ça va sûrement parler à beaucoup de monde, mais ça m'a fait du bien de le relire. Donc, c'est pour ça que je vous le livre. La première phase, c'est l'homéostasie. C'est comme ça qu'il l'a appelé. Et en fait, c'est un changement à l'intérieur d'un système qui vise à maintenir son équilibre. Voilà. Donc il y a des ajustements, une régulation de l'état initial et un type d'apprentissage qui passe par le transfert de compétences, parce qu'on n'a pas encore cité les compétences, mais c'est quand même la base. Voilà. Avec un système en fait qui est un système apprenant, on n'en est pas encore à l'entreprise libérée, hein, mais c'est quand même un système apprenant, qui intègre de nouveaux savoirs dans le but de renforcer le savoir de l'organisation et de ses acteurs. Voilà. Ça c'est la première phase. Donc c'est vraiment l'idée de conserver un équilibre de fonctionnement. Et puis, à un moment donné, pour évoluer, on arrive au bout de cette première phase. Puisqu'en fait, l'équilibre ne suffit plus, le point d'équilibre ne suffit plus. Il faut aller plus loin. Et donc, on assume le fait qu'il y ait rupture, qu'on crée la rupture. Par contre, il faut pouvoir l'accompagner.
Il faut pouvoir en dire quelque chose, il faut pouvoir y mettre du sens, il faut pouvoir y mettre de la pédagogie, parce que c'est bien notre rôle aussi. Et on en arrive à une deuxième phase qui est la phase d'évolution. Ce ne sont pas mes termes, ce sont les siens. Et l'évolution, en fait, c'est un changement qui affecte et modifie le système lui-même. Voilà. Qui implique donc des changements de représentation de la réalité. C'est un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire que ça devient culturel. Ce n'est pas uniquement une organisation. Et de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus complexe et ça fait appel aux différents niveaux logiques pour résoudre les problèmes posés. Et donc là, le type d'apprentissage, il passe au final par la transformation des croyances et des fonctionnements des systèmes. Donc, il est plus lourd. Mais par contre, il doit permettre, si ça fonctionne, et si entre-temps, il n'y a pas eu 3 commandes contradictoires qui nous sont arrivées, évidemment, il doit permettre de retrouver un point d'équilibre qui nous permettra de repartir sur une évolution homéostasique. Voilà. Donc en fait, ce que je veux simplement dire, c'est que ces questions-là, elles ne sont pas récentes, mais que l'accélération dans laquelle on est nous permet plus nécessairement de choisir ou d'assumer la rupture ou cette mécanique de rupture comme une mécanique de conduite de changement. Évidemment, ce n'est pas un modèle unique, ça doit potentiellement être exceptionnel, mais encore une fois, moins c'est subi, plus c'est simple à conduire, et plus c'est explicable, et plus on peut embarquer, le terme n'est pas très beau, mais embarquer les équipes, faire partager aux tutelles, aux autorités de tarification, aux autorités d'autorisation, etc., tout ça, pour maintenir à l'équilibre au profit exclusif, non pas de la structure, mais bien des populations qu'on accueille. Voilà ce que je voulais très rapidement dire sur ce. Oui, donc c'est effectivement une autre façon d'envisager la rupture d'une manière plus constructive. Et c'est vrai qu'on a plusieurs façons, les uns et les autres, de percevoir l'évolution de nos structures. On va en reparler dans la troisième phase. Une dernière contribution, celle de Véronique Lescope, coordinatrice d'institut. Donc, est-ce que l'universitarisation est une rupture souhaitable, nécessaire? Comment tu verrais les choses? Comment tu vois les choses? Comment les directeurs d'institut voient les choses? Alors, moi aussi, je pense que dans la rupture, des fois, il y en a un, même pour reprendre le modèle, si on reprend les histoires de vie, s'il y a une rupture dans un couple, il y en a peut-être un qui est moins malheureux que l'autre, ou un qui subit moins que l'autre. Et en tout cas, tant qu'à avoir rupture, autant en faire quelque chose de constructif et de positif. Et donc, vaut mieux agir que subir. Alors, l'universitarisation, je ne sais pas si elle est souhaitable, mais elle a été souhaitée. Et ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Ça a été une forte demande. Et c'est comme si, maintenant, a posteriori, on était surpris de ses effets. Alors, il vaut peut-être mieux plutôt en faire une force, là aussi, collective. Et dès lors qu'on se met à penser en parité d'estime les uns avec les autres, eh bien, d'en faire justement quelque chose au bénéfice, là, des métiers de la santé. Et je pense qu'il y a vraiment ce temps d'appropriation, de connaissance aussi avec le monde universitaire qui a ses codes, mais qui aujourd'hui nous permet quand même d'avoir des projets. On voit aussi les masters IPA, la réforme de la formation médicale qui fait qu'on peut être dans certaines régions aussi considérés comme des partenaires quand on est dans des IFPS. Je me dis que ça, c'est quand même des évolutions forcément au bénéfice de tous. Donc en ce sens, oui, agissons, subissons pas, mais positionnons comme des acteurs en capacité de faire évoluer le dispositif et de l'ouvrir et de sortir de ses habitudes. Et dans ce cas-là, ce sera forcément mieux vécu par les uns et les autres. Merci. Donc la dernière question, donc cette table ronde est axée sur les réflexions des professionnels que nous sommes et j'ai envie d'introduire les méthodes ou les ressources à mobiliser par la référence à la fable de La Fontaine, donc le chêne et le roseau. Tout le monde connaît cette fable où Jean de La Fontaine nous raconte comment finalement le chêne arrogant, sûr de lui, finit par être déraciné, alors que le roseau, plus conscient de sa fragilité, ploie et s'adapte aux forces qui le dépassent. Donc ma question, elle va tourner autour de
l'arrogance et de l'orgueil démesuré. Est-ce que vous ne pensez pas que ça contient le risque de rupture dont nous avons parlé et que la conscience comme là, le roseau, de sa fragilité, la connaissance de ses limites, ça ne permet pas de mieux s'adapter, de tenir dans le temps? Et comment vous pourriez le décliner dans vos exercices? Est-ce que si l'arrogance peut entraîner la rupture, l'adaptabilité peut-elle suffire? Voilà, donc je demanderais volontiers à Danielle Toupillet de répondre à cette question, parce que je sais qu'elle fait tout pour garantir un exercice plus serein de nos responsabilités. Merci. J'adore les roseaux. Voilà, j'adore les roseaux. Nous faisons partie des roseaux, CNG. Des roseaux qui plient souvent, mais qui ne lâchent pas. Et je sais que dans le milieu professionnel, vous êtes tous des roseaux. Et finalement, c'est ça qui fait durer le système. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. C'est notre intime conviction avec l'équipe du CNG. Nous allons dans la durée. Le roseau, il va dans la durée. Celui qui a l'arrogance, la fierté de considérer qu'il sait tout et que finalement, il impose tout, je pense que ça a un caractère éphémère. Parce que les roseaux sont d'abord plus nombreux, ils sont très puissants, et finalement, ce sont eux qui font marcher le système. Donc, moi, je crois qu'il faut des roseaux qui soient des bons managers, qui soient dans un management équilibré, éclairé, responsable, éthique et confiant. Ça, je crois que c'est une dimension. Ça veut dire qu'il faut des qualités particulières. Il faut travailler aussi sur les champs de l'exercice et des formations. Demain ne sera plus comme aujourd'hui ou hier. Je pense qu'on est plus sur un travail extra-hospitalier, un peu plus d'établissement du dehors que du dedans, que ça va être un travail beaucoup sur les filières, les réseaux, avec le risque effectivement de démultiplier les animations et les coordinations, donc probablement des cohérences et des cohésions d'équipe à conforter et à soutenir. Je pense que nous avons de nombreux atouts. Je pense que le champ du possible est finalement avec nous et peut-être devant nous. J'ai bien aimé, Jacques a dit quelque chose d'important, je crois beaucoup au dialogue social. Et finalement, c'est quand on se met à cet écart-là, dans le dialogue social, qu'on est dans des zones d'incompréhension ou dans des zones finalement, j'impose, je décide, tu fais, que les choses ne tournent mal. Et qu'on a des ruptures, on a des souffrances démultipliées. Je crois que notre devoir, je dirais, collectif, est justement de travailler à ces cohésions de groupe, à ces cohérences de lignes politiques, à ces cohésions de groupe, à ces coordinations d'action, par le dialogue, par la compréhension, par la concertation, voire la négociation, lorsque c'est nécessaire. Je pense que c'est dans le domaine du possible. Je pense que nous en sommes tous capables. Il y a les évolutions du métier. On regardait hier avec Patricia Renaud un des articles que vous avez vu, 70% des métiers vont évoluer, sont transformés, et il va falloir que nous ayons une faculté d'adaptation inédite, je pense, en termes de volume d'évolution traitée. On le voit avec l'universitarisation, mais on le voit également dans les champs des formations, on le voit aussi avec l'apport du numérique. Finalement, quels seront nos métiers collectivement dans ces systèmes hospitaliers, sociaux et médico-sociaux, dans ce monde qui s'est transformé, bien malgré nous parfois? On est juste devant ce grand saut qu'il faut faire. Tu parlais remonter effectivement le dénivelé que tu avais accompli, mais il y a finalement faire un grand saut. Et je pense qu'il faut être unis, parce que l'union fait la force. Je suis convaincue de ça, c'est comme l'histoire du roseau. Hein. Je pense que l'union fait la force, je pense qu'il y a une capacité collective. Je pense simplement qu'il faut retrouver un peu l'enthousiasme. Je crois qu'il faut réinventer, non pas du rêve, mais un principe de réalité qui soit de donner une ligne d'horizon qui soit plus claire, et avec des outils que nous devons travailler vite pour éclairer, permettre aux acteurs de terrain d'aller vite dans ces transformations,
parce que la capacité stratégique opérationnelle, ils l'ont. Mais il va falloir que nous les outillions. Je crois que c'est aussi le rôle de l'État, d'outiller les siens, tous ceux qui sont sur le terrain, tous ceux qui accompagnent la transformation du système. Donc je pense que nous avons un chemin à parcourir. Voilà, je pense qu'il faut que nous soyons tous au rendez-vous et je crois qu'il faut que nous y soyons tous ensemble. Oui, et vous avez raison de parler du dialogue social parce que c'est aussi à partir des expérimentations qui sont faites dans beaucoup d'établissements, dans beaucoup de territoires, que nous pourrions certainement développer beaucoup plus une vraie transformation. Et que moi, je vous demanderais bien, Jacques Trévidic, de dire comment vous envisagez justement, par quels moyens vous envisagez les évolutions qui conduiraient à éviter les ruptures. Comment, vous l'avez un peu dit déjà, hein, mais répétez-vous. Oui. Je crois que je suis un peu un inconditionnel du dialogue, parce que sinon je serais sans doute pas syndicaliste, hein, peut-être révolutionnaire, mais en tout cas pas syndicaliste. Mais oui, alors j'en ai parlé, mais ce sont des choses dont on se parle depuis déjà un moment. Il y a une véritable culture du management à reconstruire complètement, et pas seulement à l'hôpital, hein, d'ailleurs, parce que je pense que ça touche beaucoup de domaines dans la société. Une culture de management bienveillant, participatif, du dialogue, du respect de l'autre, du respect de son autonomie. Et ce sont des choses que culturellement, on n'est pas du tout habitué à faire. Donc ça, c'est de l'éducation, de la formation essentielle. On doit former les managers. Et quand je dis manager, c'est pas, je veux dire, il y a beaucoup de directeurs dans cette salle, je crois, un peu moins de médecins, mais ça concerne tout autant les médecins. Hein. Donc il faut vraiment faire quelque chose, faire émerger une culture nouvelle de ce point de vue. D'autant plus que je pense que... Alors, moi, j'ai écouté ce qu'a dit mon voisin là, mais moi, ce qu'il est décrit, pour moi, c'est pas une rupture, justement, c'est une transformation. Une rupture, ça inclut une notion de violence qu'il faut, à mon avis, qui est délétère. Et la rupture, c'est un échec, je pense. Donc, il vaut mieux accepter les évolutions, préparer les transformations pour éviter les ruptures. Il y a quand même parmi les écueils qui sont devant nous, on en parle beaucoup dans les milieux médecins hospitaliers en ce moment, c'est peut-être pour ça que je vous en dis un mot, l'intelligence artificielle qui va débarquer et qui va révolutionner les prises en charge médicales en apportant un éclairage complètement différent. Alors c'est pas anodin, hein, parce qu'il y a des gens qui conçoivent en plus des algorithmes, il faudra vérifier qu'il faut des gens qui ont notre sensibilité participent à ces évolutions. Mais ensuite, la conduite du changement va être majeure, parce qu'il y a beaucoup de gens, soignants, médecins, administratifs aussi bien d'ailleurs, qui vont se sentir complètement dépassés par ça. Alors, peut-être qu'il faudra que ça mette 30 ans à arriver à l'hôpital, alors que ça va être dans tous les autres domaines de la société beaucoup plus rapide. Mais je pense qu'il faut quand même s'y intéresser sérieusement, très sérieusement, miser beaucoup sur la formation et l'information, envoyer les gens, essayer de voir comment ça peut se passer et accompagner tout ça. Et pour ça, il faut vraiment une conduite du management qui soit complètement, radicalement différente de ce qu'on fait. Et pour ça, il faut apprendre. Donc je vais devoir faire rupture un peu brutalement parce que là, on a largement dépassé. Est-ce que je laisse le mot? Alors du coup, je laisse le mot de la fin à l'un de vous trois. Qui le prend? Allez, je veux bien. Allez, bon coup. Moi, j'aurais deux mots dans la proposition qui est la tienne. Je pense que pour éviter les ruptures, le premier rapport qu'on a à retravailler, c'est écoute et confiance. Écoute, parce que je pense qu'il faut que les institutions dans leur ensemble apprennent à mieux écouter les signaux faibles qui leur reviennent, sans penser que c'est systématiquement de la contestation, mais qu'il peut y avoir une vraie réalité et sans caricaturer derrière ça, et sans caricaturer. Et il n'y a pas d'écoute sans confiance, et je pense que c'est le premier rapport. Le deuxième, qui me semble tout aussi essentiel, sinon plus, en tout cas de mon point de vue de chef d'établissement, mais je pense qu'il est assez partagé, c'est le rapport entre responsabilité et faisabilité. Il ne peut pas y avoir aujourd'hui, pour qu'on réussisse,
une responsabilité sans qu'il y ait une accessibilité, une faisabilité de cette responsabilité. Et l'une des raisons, je pense, pour lesquelles je disais qu'on est en perte de sens, c'est que justement ce rapport-là, il est à réinterroger aujourd'hui de façon méthodique pour se dire, est-ce que là où on veut aller, c'est réellement atteignable dans les conditions dans lesquelles on le travaille. C'est un exercice difficile, hein, parce que si on avait tous la recette pour le trouver, mais en tout cas, ce rapport-là me semble aujourd'hui un élément de réflexion sur comment on évite la rupture. Et puis le troisième, c'est sans doute l'équilibre des représentations. Je redis ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas une situation unique, il y a des situations différentes qui appellent des réponses différentes, un temps différent, possiblement, dans la remontée du Grand Canyon. Et il faut qu'au niveau des représentations institutionnelles, ces différentes composantes-là soient clairement représentées et entendues dans le schéma, y compris syndical, hein, dans nos schémas politiques et organisationnels. Et puis juste pour terminer, puisque tu demandais roche ou rocher, roseau ou rocher, la moitié de roseau et la moitié de chêne, ça fait roche. Voilà. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup de votre patience.